Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au coin du feu pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau chronocritique. C'est donc tout seul que je vais animer l'émission, désolé pour les fans de Cook, mais il faudra attendre la prochaine émission pour nous avoir tous les deux. Quoi qu'il en soit, ça sera pas plus mal parce qu'aujourd'hui on va quand même parler de fantasy, on ne déroge pas à la règle. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du tome 1 du livre des Martyrs, la saga de Steven Erikson. Donc je vais vous parler aujourd'hui du livre qui s'intitule Les Jardins de la Lune. Donc pour vous parler un petit peu du cycle, il s'agit d'une saga, donc, en 10 volumes, dont 7 sont déjà parus chez les éditions Leha. 7 volumes de l'épaisseur d'une brique, voire l'épaisseur d'un parpaing pour certains, et au contenu dit extrêmement complexe, chose dont on reparlera par la suite, après un très très court résumé du livre. L'Empire malazéen est en guerre. L'impératrice Lacine continue de conquérir le continent après avoir pris le pouvoir, et c'est particulièrement les villes de Pal et d'Urujistan qui l'intéressent. Car une fois ces deux dernières villes tombées aux mains de l'Empire, les 7 cités libres seront tombées. Donc je ne prends volontairement pas le résumé de la 4e de couverture, puisqu'à mon sens, il ne reflète pas vraiment le contenu du livre, bien au contraire. Et en même temps, c'est un peu normal vu la trame de l'histoire. Ça aussi, on y reviendra. Et d'ailleurs, on va attaquer cette chronique avec le premier point très important de cette saga, et qui pourrait sans doute décourager même plus d'une personne avant même de l'avoir ouvert, ce premier livre, la saga des Martyrs. Je voudrais parler de la complexité du roman. Pour ma part, je pense que plus qu'à de la complexité, c'est surtout à une incroyable richesse qu'on est confronté. En effet, c'est un récit croisé, à une multitude de personnages au background parfois fourni et un world building, désolé pour l'anglicisme, extrêmement velu auquel on a affaire. Donc oui, la lecture nécessite de ne pas balancer la cuisson de l'omelette au fromage de midi entre 2 pages de dialogue, ça c'est certain, et de n'avoir la tête qu'à ça. Mais au final, je pense que le but de la lecture, c'est un peu ça, en fait. C'est de rester concentré un minimum pour capter l'histoire qu'on nous présente. Quoi qu'il en soit, les Jardins de la Lune nécessitent une attention totale, et de toute façon, les éditions Leha ont été extrêmement sympas avec leur lectorat, puisqu'ils nous facilitent la tâche en incluant un dramatis personae bien pratique et précis en fin de volume. L'autre élément pouvant être considéré comme complexe, terme qui n'est pas forcément celui que j'aurais choisi à la base, mais on va reprendre le vocabulaire qui est utilisé pour décrire le roman, et que j'ai beaucoup vu revenir dans les chroniques, c'est le fait que le lecteur soit catapulté en plein milieu d'une action. Et là, j'avoue que je vois déjà Cook sourire à l'évocation de cette épreuve insurmontable, et pour le coup, je ne peux que me joindre à lui, puisque ce procédé est loin d'être étranger à la construction narrative de beaucoup de romans, et ça ne représente pas vraiment un obstacle en soi. Bien au contraire, je pense que le lecteur est plongé directement dans l'action d'une bataille sanglante où les différents acteurs du roman seront présentés et on comprendra à ce moment aussi certains enjeux qui nous suivront tout au long de l'aventure. Il est aussi bon de préciser au passage que cette bataille rangée et épique où la magie domine et écrase littéralement les guerriers en armure sera la seule du livre. D'autres affrontements auront lieu, ça c'est une certitude, mais plus jamais à cette échelle. Pour en revenir au procédé narratif, le lecteur est donc lâché dans un monde inconnu qu'il devra appréhender au fur et à mesure, mais encore une fois rien d'exceptionnel ici. Les règles de ce monde sont sensiblement les mêmes que les nôtres, ce qui concerne la guerre en tout cas, à l'exception faite de la magie que l'auteur va développer et mettre en avant de façon assez originale. Les Garens sont des sortes de passages entre les mondes qui peuvent être empruntées par tous, mais ouvertes uniquement par les magiciens. Et c'est d'ailleurs par ces tunnels, on va les appeler comme ça, parfois très anciens, qu'ils en tirent leur magie. Donc, il y en a excessivement beaucoup, et c'est l'axe principal de la magie. C'est comme ça que ça va être utilisé tout au long du livre, et même carrément dans l'univers. Une fois intégré et compris, ce système se fond très bien à la lecture, même si c'est vrai que l'auteur oublie parfois volontairement de nous expliquer certaines choses, dont ce fonctionnement qu'on apprend au fur et à mesure, afin de nous perdre un peu. Et c'est selon moi là justement où se trouve la réelle difficulté de lecture.
Comme je viens de le dire, l'auteur prend un malin plaisir à malmener le lecteur, littéralement, en mettant volontairement une barrière entre le texte et lui. Sans doute pour le perdre dans le monde comme peuvent l'être les personnages qui sont pour la plupart pris en tenaille dans des stratégies politiques et militaires dont ils ne sont que les pantins, finalement. Quoi qu'il en soit, cette difficulté n'est à mon sens, ça n'engage que moi, qu'une tentative assez grossière et maladroite de l'auteur pour nous perdre, et en gros je dirais qu'il n'a pas trouvé mieux que de priver le lecteur de certaines informations importantes et capitales à la compréhension du texte à l'instant T. Sous couvert donc d'une lecture exigeante, le bougre a simplement amputé le texte afin de le rendre plus difficile. Alors, excusez-moi, mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça un peu léger et facile. Et là, je vais m'adresser directement au lecteur qui se sent un peu perdu au milieu de tout ça. Je dirais simplement que vous n'êtes pas un ou une imbécile qui ne bite rien au texte qu'il est en train de lire. Je dirais simplement que c'est l'auteur qui, pour le coup, a été un petit peu salaud. Voilà, ce point-là étant éclairci pour ma part, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans la lecture de ce premier tome du livre des martyrs. Clairement, la réputation du bouquin est à la hauteur et elle n'est pas volée, et effectivement, en matière d'histoire et de monde, Erikson a mis les petits plats dans les grands et il est loin de se foutre de nos tronches. Comme je le disais en intro de la chronique, nous avons affaire à un récit qui n'hésite pas à laisser un personnage pour se concentrer sur un autre. Et les nombreux allers-retours au final entre les protagonistes peuvent poser problème si on ne suit pas, d'autant plus que l'auteur adore, mais alors vraiment, faire dire quelque chose à ses personnages, comme ça, au détour d'une porte, littéralement, pour ne revenir dessus que très longtemps après, voire pas du tout. Donc, niveau compréhension de texte, croyez-moi, ça va vous forger la lecture, puisque on va littéralement lire chaque mot pour être sûr de pas en sauter un et de bien comprendre ce que l'auteur est en train de nous dire. Donc, merci Steven. Chose intéressante cette fois-ci au niveau de l'écriture, et qui colle parfaitement avec l'abondance de protagonistes dans l'histoire, c'est que nous apprenons souvent à vivre et à comprendre certains événements du récit par l'intermédiaire d'un personnage qui n'était pas directement présent dans l'action ou pas directement impliqué dans celle-ci. Les personnages étant nombreux, Erikson propose un point de vue différent sur certaines actions, ce qui amène, à mon sens en tout cas, encore une fois, une certaine valeur ajoutée au texte et à la lecture. On n'est pas simplement, pour le coup, sur une narration un peu bas du front, et qui se contente de rapporter des actions. On voit littéralement que l'auteur a une volonté de proposer déjà d'office quelque chose d'original à son texte et à proposer au lecteur. En plus de ça, j'en ai pas encore parlé, et c'est pourtant là l'un des points très importants du roman, c'est que l'intrigue se déroule sur plusieurs plans, puisque les dieux sont aussi de la partie. Et la particularité de ces dieux, c'est qu'ils peuvent intervenir aussi directement sur le plan des humains et qu'ils peuvent être tués. Ce qui rajoute encore des ficelles à l'intrigue. Donc moi je vous dis ça comme ça, mais essayez un petit peu de visualiser le topo. Donc c'est un sacré bordel. Entre les humains et les dieux et la politique et l'armée, concrètement je dirais que même l'état de la politique actuelle française, c'est pas le bordel comme ça. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture des Jardins de la Lune, une question se pose. Le livre des martyrs nous est vendu comme une saga de fantasy, très bien, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, dans quel genre de fantasy on est? Parce que je sais que certains lecteurs aiment savoir dans quoi ils se plongent avant d'ouvrir un bouquin. Et c'est pas spécialement évident de se rendre compte des choses en ce qui concerne les Jardins de la Lune. Donc pour commencer, je crois que le livre souffre du syndrome Glenn Cook. Dans son intro, l'auteur y fait référence, et je crois pour le coup qu'il n'aurait pas dû. Tout le monde, et moi le premier, a en tête la Compagnie Noire. C'est-à-dire une dark fantasy militaire avec une patte reconnaissable entre mille, des personnages multiples et des surnoms qui claquent méchamment. Mais le souci, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même plan ici. Alors oui, pour le côté militaire, on est en plein dedans, c'est même la raison d'être de ce livre des martyrs, mais l'auteur rapporte les faits, par exemple, avec beaucoup moins de violence qu'un Glenn Cook, et je dirais que c'est tout à son honneur. L'amateur d'ambiance sombre et graveleuse que je suis, moi personnellement, n'y a pas spécialement trouvé son compte, et c'est pas un reproche, au contraire. Erikson fait peut-être même plus dans la finesse que Glenn Cook, et ce qui développe dans les annales, et de ce côté-là, les Jardins de la Lune sont déjà beaucoup plus accessibles. Mais on peut quand même faire le parallèle avec une certaine œuvre de Glenn Cook, notamment avec les instrumentalités de la nuit au niveau de son texte. C'est là qu'on peut rapprocher les deux.
Les deux livres ont une trame narrative assez complexe et dense, et là où j'ai décroché avec les instrumentalités de Glenn Cook, Erikson, lui, est arrivé à me garder littéralement scotché au livre tout au long malgré les certaines longueurs. Donc vous l'aurez compris, c'est extrêmement compliqué d'arriver à placer Les Jardins de la Lune et cette saga dans un style bien particulier. Et puis de toute façon, bon, déjà d'une part, nous les étiquettes dans les Annales d'Opale, on n'aime pas trop ça. Et disons qu'on a affaire à de la fantasy militaire, / roman choral, / dark fantasy, / ce que vous voulez. Mais moi je pense surtout que de vouloir le faire rentrer dans une case serait littéralement une aberration tellement que le roman est riche. Donc ne froissons personne, Les Jardins de la Lune est un roman de fantasy, point. L'auteur profite justement de cette richesse pour aborder certains thèmes importants, surtout quand on parle d'une chose aussi horrible que la guerre. Au travers de ces personnages, Erikson nous propose de réfléchir, nous aussi, aux conséquences de tout ça, et ça d'une manière fort intéressante, puisque ici tout se joue à hauteur d'homme, si je puis dire. Dans Les Jardins de la Lune, le point de vue de cette guerre se fait par l'intermédiaire des intermédiaires, justement. Et c'est ce qui rend l'intrigue si palpitante à mon goût. Il est en aucun cas question de savoir ce qu'au font les grandes instances, enfin, on sait ce qu'elles désirent tout du moins, mais nous suivons l'évolution des choses par l'intermédiaire de personnages comme le capitaine Paran, Lorne, l'adjointe de l'impératrice, et du sergent Mésanget, des brûleurs de pont. Et j'en passe, parce que des personnages, il y en a vraiment énormément, et là, c'est les plus importants, en tout cas, à mon sens. Et on en arrive à se poser des questions existentielles, des questions profondes sur le fondement de l'âme et de la nature humaine, et les personnages eux-mêmes se questionnent sur ce qu'ils sont devenus, sur leurs aspirations et sur leur avenir au final. Ce qui est très intéressant, c'est que pour eux, le pouvoir ne les intéresse pas en vérité. Et c'est ce qui amène une réflexion différente puisqu'on le suit à leur niveau et non pas au niveau des instances en place et notamment de l'impératrice, qu'on ne voit en tout et pour tout qu'une ou deux fois. Donc on a vraiment affaire à un point de vue humain, et c'est ce que j'apprécie encore une fois, je le répète, vraiment dans ce livre. Par exemple, pour moi, le personnage de Méregret représente l'innocence perdue, l'enfance brisée par la guerre. Crocus, lui, représente une certaine forme d'innocence, de naïveté, et l'auteur arrive à nous camoufler vraiment beaucoup de choses et à nous faire questionner sur les apparences, par exemple avec un personnage comme Krupp, ou Krupp, je sais pas, un personnage présenté comme une personne sans grand intérêt à la base, c'est une sorte de conteur un petit peu illuminé qui parle de lui à la troisième personne, mais qui pourtant brille par son importance. L'auteur a quand même pris le temps de nous mettre sur la piste de quelques questionnements qui rendent la lecture encore vraiment plus agréable. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un récit bas du front qui va se contenter de relater les horreurs de la guerre. Ça, on le sait, la guerre, c'est dégueulasse, c'est horrible, mais il faut savoir qu'il y a quand même un état d'esprit derrière et certaines personnes qui ne se contentent pas d'appliquer les ordres pour faire appliquer les ordres. Bon, après, le livre n'est pas exempt de tout reproche. J'en parlais au début de chronique, Erikson est loin de faciliter la lecture avec son style qui est vraiment écrasant par moments, et certains passages assez lourds auraient, selon moi, pu largement être amputés. Et là, je pense notamment à une pseudo-histoire d'amour plus que passable. Et donc, aussi, vu le nombre de personnages qu'il y a et qui sont présents dans le roman, certains n'ont pas pu être développés. Mais bon, ça, on peut aisément le comprendre. Le plus gros point noir pour moi, mais bon, ça c'est un choix totalement assumé de la part de l'auteur, de prendre certaines facilités scénaristiques, genre Deus Ex Machina, qui personnellement m'ont un peu étonné, pour rester poli. Mais bon, voilà, le bouquin est écrit et on refera pas la fin. Bref, je crois qu'on arrive à la conclusion de cette chronocritique qui est plus vraiment chrono pour le coup, parce que je crois qu'on a dépassé les 10 minutes qu'on avait prévues à la base quand on a créé ce format. Mais c'est vraiment difficile de parler de ce livre sans y passer des heures, tellement qu'il est dense. Il y aura encore 1000 choses à dire, comme par exemple la notion du destin et du hasard, de toute la mythologie qui est mise en place par l'auteur, et surtout sur cette absence de manichéisme qui nous empêche vraiment de prendre parti pour telle ou telle personne. J'ai donc essayé de parler des points qui me paraissaient vraiment les plus importants. Mais bon,
C'est très difficile de synthétiser un livre comme ça. Donc, est-ce que le livre des Martyrs fait partie de ces sagas qu'il faut lire ? Moi, je le pense sincèrement. Mais après, est-ce qu'il mérite l'adoration que les lecteurs lui vouent ? J'avoue que je sais pas trop. Même si pour ma part, j'ai pas adoré, j'ai vraiment aimé ce livre. Et la preuve en est que je suis vraiment littéralement resté accroché à une lecture qui est parfois fastidieuse, mais il n'est pas aussi original que la plupart des critiques veulent bien le dire. Désolé d'être franc, mais je pense que ce genre de fantasy peut se retrouver ailleurs, mais par contre en beaucoup moins bien écrit, et c'est pour moi ce qui fait la force de ce roman. C'est vraiment cette mythologie, ces personnages, cette histoire, le récit, parce que ça non plus j'en ai pas parlé, mais il y a vraiment clairement deux parties distinctes qui vont se passer à deux endroits différents. Donc vous l'aurez compris parce que j'en parlais au début de chronique, on a Pâle et on a du Juristan. Et ça aussi c'est une vraie valeur ajoutée parce que on arrive à suivre cette campagne qui est normalement une campagne qui touche à sa fin pour l'Empire puisqu'il doit capturer les dernières villes des cités libres. Donc, je ne vais pas m'étendre encore plus que ça. Si ça nécessite ou si vraiment vous voulez un deuxième épisode pour que j'essaye d'approfondir, n'hésitez pas à me le demander. Mais par contre, la chose la plus importante, c'est un petit mot aux éditions Léa, j'espère que je prononce bien, Léa ou Léa, qui ont fait un travail, mais alors vraiment titanesque, sur ces livres maudits. Parce que finalement, ils arrivent quand même chez nous et extrêmement bien traduits. Je rappelle pour info qu'une traduction antérieure était sortie sur 2 ou 3 tomes, il me semble, de mémoire, mais c'était une traduction qui était pas top. Donc Léa s'est rapproché au plus près du texte original, sans conserver pour autant les anglicismes qui étaient présents dans la première, et ce genre de choses, bah moi je dis chapeau. Et merci pour le taf accompli, parce que là on a vraiment une saga d'envergure, et j'imagine que sur 10 tomes, le boulot doit être monstrueux. Et voilà, j'espère pouvoir continuer de faire les chroniques au fur et à mesure que je lirai les tomes, si je les prends. Mais d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 2 semaines, de lire beaucoup et de lire bien, et surtout, de lire de qualité. À dans 2 semaines.